Bienvenue à tous dans ce calendrier de l'Avent 2025 du Basket Lab. Et cette année, pour attendre Noël, une saga Origine de Star où nous replongeons chaque jour dans le passé pour redécouvrir les profils de draft des meilleurs joueurs du monde. Aujourd'hui, 11e numéro, Jason Tatum. Et pour cela, nous replongeons dans l'article Scouting Report écrit par Guillaume de Basket Info à l'époque, le 22 mai 2017, à l'issue de la saison freshman de Jason Tatum à Duke et juste avant la draft 2017. Origine de Star, Jason Tatum, c'est parti. Fort de ses 7,8 points, 7 rebonds et 2 assists de moyenne, en un gros temps de jeu universitaire de plus de 33 minutes par match, ainsi que de très belles promesses entreaperçues toute la saison, Jason Tatum quitte donc l'université avec un goût un tantinet amer en bouche, éliminé tôt de la March Madness, pour une place dans le top 3 ou top 5 de la prochaine draft. Un des tout premiers atouts de Tatum pour le monde professionnel demeure son profil physique. Ses mensurations sont en effet idéales pour le poste 3, que ce soit sa bonne taille, 6'8", mais aussi et surtout ses très longs bras, 6'11", d'une envergure habituellement mesurée chez des ailiers forts. Également, Tatum est mature physiquement pour son très jeune âge. En tout cas, pour la partie haute de son corps, puisque son torse est assez épais et ses épaules extrêmement larges, suffisamment large même pour supporter un bon paquet de kilos de muscles supplémentaires. Sa partie basse du corps, en revanche, va lui demander plus de travail, puisqu'en l'état, ses jambes et ses cuisses semblent trop frêles et l'ont empêché de tenir des positions face à des adversaires costauds. Athlétiquement parlant, à présent, le bilan est plus mitigé. D'un côté, Tatum est un excellent athlète en termes de fluidité et contrôle du corps. Il est agile pour sa taille et peut se mouvoir de manière très précise et maîtrisée. D'un autre côté, il manque clairement d'explosivité. Il lui manque cette capacité de brusque accélération et surtout une explosion verticale pour finir au panier. Ce manque d'une explosivité d'élite est sans aucun doute le petit truc qui fait qu'il n'est pas un candidat à la première place de la draft. Et c'est ce qui entraîne certains doutes conséquents quant à sa capacité à briller chez les pros. La première arme de son répertoire, c'est le jump shot. C'est d'ailleurs cette arme qui lui confère une grande partie, pour ne pas dire la majorité, de son potentiel de go-to-guy. Et pourtant, sa mécanique de tir est loin d'être parfaite. Elle est même bourrée de défauts plus ou moins embêtants qui sembleraient le limiter sur du long terme. Au niveau du positionnement du bras, l'angle de son coude entre le bras et l'avant-bras, comme l'angle entre le bras et le torse, ne sont ni l'un ni l'autre aux 90 degrés recommandés académiquement. Mais son défaut principal se trouve ailleurs. En effet, Tatum penche toujours vers l'arrière au moment du tir. Ce que cela entraîne de manière très concrète, c'est que l'énergie générée par ses jambes ne se transmet pas bien verticalement. Au contraire, en retombant vers l'arrière, il perd de cette énergie-là et pas mal de ses tirs finissent ainsi trop courts. Pour compenser cela, Tatum est alors obligé de donner une grande force horizontale au ballon plutôt que bien en cloche. L'autre effet immédiat à cela, c'est donc que ces ballons arrivent sur le cercle avec un angle très petit, à partir de trajectoires de tir très plates qui ne favorisent pas les chances de la gonfle de traverser l'arceau. Dans les faits, Tatum n'est donc pas un excellent shooter à longue distance. Son 34% de réussite sur 4 tentatives par match est correct, mais un tantinet trop bas pour être véritablement craint par les défenses adverses. Surtout lorsqu'on rajoute à ces 34% le fait évoqué à l'instant que sa portée de tir semble limitée et qu'une incertitude demeure quant aux plus grandes distances en NBA et à la précision qu'il pourra avoir. Le véritable point clé du jump shot de Tatum et même de son jeu tout entier, c'est sa capacité de création en 1 contre 1. Sur ce genre d'isolation, il a démontré un potentiel on ne peut plus alléchant et rare pour un joueur aussi jeune ou pour un joueur tout court d'ailleurs. Certes, il conserve quelques défauts et quelques limites en l'état. Mais si tout fonctionne bien, sa capacité à se créer son propre tir en NBA pourra l'élever au rang de star. Tatum est le prototype parfait du scoreur professionnel, dont le bagage technique est très au-dessus de la moyenne et qui semble maîtriser à la perfection tous les petits détails qui font la différence. Son footwork est impeccable. Il sait parfaitement se positionner par rapport aux défenseurs. Il place son poids d'un côté et de l'autre pour mieux se déclencher son move. Il lit parfaitement le positionnement de l'adversaire, etc. Tatum maîtrise cette science du jeu de manière incroyable pour un jeune joueur. Et c'est ce qui lui vaut d'être considéré comme l'un des plus gros talents de cette draft et un des seuls à avoir réellement un potentiel de go-to-guy. Cependant, Tatum n'arrive pas à se créer son tir à volonté non plus. Lorsqu'il a rencontré des athlètes et des défenseurs aux qualités au-dessus des standards universitaires, Tatum a semblé avoir plus de mal à faire la différence. D'une part, c'est son manque d'explosivité qui le handicape. Pour autant léchée que soit sa palette technique, elle n'était pas en mesure de tout le temps compenser et de faire la différence à elle seule. Ses appuis ne sont pas extrêmement vifs et il n'a pas le coup de rein brusque au démarrage pour perdre le défenseur.
c'est un premier problème. D'autre part, et c'est tout de même un peu lié à ce premier point, Tatum pourrait également profiter de plus de diversité dans ses moves, en ce sens qu'il manque de variété et d'une capacité de s'adapter en temps réel. Ses moves favoris sont quasiment tous très rapides et très incisifs. Un rapide step back parfaitement coordonné, une feinte de spin suivie d'un turnaround jumper, un crossover puis pull-up, etc. Mais on a pu voir, notamment contre des défenseurs d'un haut niveau physique et athlétique, que Tatum manquait de contre-move. Si l'adversaire arrive à bien suivre son move initial et à rester en bonne position, Tatum n'impressionnait pas dans sa capacité à se réajuster, à enchaîner un deuxième voire un troisième move pour obtenir ensuite un tir de qualité. À la place, il se contentait généralement tout le temps de tomber vers l'arrière pour des fadeaways qui, d'une part, sont difficiles en soi, mais qui, d'autre part, étaient aussi bien défendus et contestés. Là est toute l'énigme Jason Tatum. D'un côté, le garçon a le potentiel et une capacité de créer son propre tir qui est à la fois excellente et indéniable. De l'autre, il a été mis en difficulté face à des défenseurs de haut calibre. Évidemment, au moment d'évaluer ses capacités pour la NBA où il devrait rencontrer chaque soir des défenseurs de cet acabit, le constat s'assombrit un peu. Autrement dit, un Tatum plus explosif aurait concurrencé, voire même battu Markelle Fultz dans la course au premier choix de la draft. Mais ce n'est pas le cas. Toute la question pour ce tir en isolation comme pour le reste de son jeu est la suivante. À quel point peut-il compenser le manque d'explosivité et son manque d'accélération par sa technique et sa science du jeu? En bref, à quel point peut-il faire la différence sur des qualités basket puisqu'il n'a pas la capacité à créer le décalage sur ses aptitudes athlétiques? Aucun moyen de le savoir. S'il n'arrive à le faire que 20% ou 30% du temps, Tatum ne sera pas la star annoncée. S'il le fait à hauteur de 50%, ce sera un joueur intéressant, mais pas suffisamment bon pour qu'on puisse lui confier tous les ballons. S'il le fait à 70 ou 80% du temps, c'est qu'il aura réussi la transition NCAA-NBA et qu'on aura affaire à un vrai go-to-guy. Et, à vrai dire, les raisons d'espérer sont autant nombreuses que celles de ne pas y croire. Tatum est encore un très jeune joueur, maîtrisant très bien des nombreux aspects techniques du jeu. Vu son âge, il peut encore continuer à apprendre. Ce serait injuste de prendre ses qualités en l'état et de dire que c'est avec ça qu'il va devoir composer toute sa carrière. Il y a toujours moyen de progresser sur des petits détails, qui n'en sont pas, que ce soit la lecture du défenseur, le positionnement, l'équilibre, les feintes et ainsi de suite. DeMar DeRozan est la plus belle illustration de cela en ce moment en NBA, puisque le Raptor, lui aussi très peu explosif, est un maître en la matière, disséquant son adversaire en isolation et portant son équipe à coups de 1 contre 1 à haut taux de réussite. Imaginez Tatum avec ce niveau de maîtrise, mais avec des atouts physiques encore meilleurs, vous comprendrez assez rapidement en quoi, si tout se passe bien, son profil de jeu est alléchant. Ce que Tatum a de plus que DeRozan, c'est surtout de meilleurs atouts physiques. Donc il est plus grand avec d'énormes bras, ce qui lui permet de relâcher le ballon extrêmement haut, là où très peu de défenseurs sont capables d'aller pour contester le tir. Tatum peut encore, logiquement, augmenter sa réussite sur ses tirs au-dessus de la mêlée. La grande force de DeRozan est de mettre ses tirs contestés. Mais s'il arrive à maintenir et développer un gros volume de jeu, cette capacité à marquer malgré le défenseur en shootant par-dessus peut très concrètement en faire une très belle première option d'équipe en NBA. Au-delà de ça, s'il arrive, comme c'est déjà un peu le cas, aussi à le faire à 3 points plutôt que strictement dans la mi-distance comme DeRozan, ce sera évidemment jackpot. Sa sélection de tirs, enfin, est assez moyenne. Il lui arrive de prendre régulièrement de mauvais tirs. Mauvais de par leur nature, des tirs contestés et ou très tôt dans la possession, mais aussi mauvais par rapport à ses propres capacités, des pull-ups à 3 points par exemple. Néanmoins, il convient de nuancer cette dite sélection de tirs par son rôle et l'environnement dans lequel il évoluait. À Duke, Grayson Allen partait pour être la première option d'équipe, Tatum a commencé la saison blessé, puis n'est revenu que timidement. Luke Kennard a finalement pris le rôle principal en milieu de saison, mais dans un registre de go-to-guy atypique, presque accidentel, peu de tirs d'isolation ou compliqué à aller chercher lui-même. Au final, Duke s'est retrouvé avec une équipe où la première menace restait le collectif et l'équilibre au scoring, qui pouvait voir un soir un joueur en figure de proue et le soir suivant un autre. Au milieu de tout ça, Tatum se contentait la grande majorité du temps d'être un élément lambda comme les autres dans le système. Mais certaines fois, il devait aller au charbon et évoluer en tant que pure et dure première option d'équipe. L'exemple le plus frappant est sans doute son match contre Virginia Tech, un de ses meilleurs. Dans les 5 dernières minutes, il hérite d'un coup de tous les ballons, enchaîne les 1 contre 1 et rentre tir clutch sur tir clutch, à longue distance. Aussi, le fait de le voir alterner entre option principale et option ordinaire n'a pas trop dû l'aider à se situer dans la hiérarchie et au niveau des tirs qu'il pouvait ou ne pouvait pas prendre. En ce qui concerne son scoring intérieur et son jeu de pénétration, on retrouve à peu près les mêmes éléments que pour son jump shot. Un déficit d'explosivité, un niveau technique au-dessus de la moyenne et la question centrale de savoir lequel de ces deux composantes prendra le pas sur l'autre. Au démarrage, il n'a pas de vitesse de propulsion pour faire la différence immédiatement, ni la brusque accélération pour dépasser le défenseur.
Il contourne ce problème avec une science du jeu remarquable. Il joue sur le positionnement de son corps dans toutes ses subtilités et il joue sur le placement intelligent de ses appuis. Il place par exemple le poids de son corps sur l'appui extérieur, déplace subtilement mais sûrement son appui intérieur le plus loin possible et, au moment opportun, passe les épaules et enchaîne les enjambées jusqu'au cercle. Des premiers pas tout en technique, en somme. Cette méthode a ses limites, même au niveau universitaire cependant. En effet, dans sa globalité, ce mode d'opération ne lui permet pas de faire la différence sur une grande majorité d'essais. Il se retrouve un bon nombre de fois à se faire barrer la route par le défenseur et à ne tout simplement pas pouvoir le dépasser. L'aspect un peu préoccupant, c'est que Tatum n'a fait face pour l'instant qu'à des athlètes de calibre NCAA et qu'en NBA, les défenseurs sont plus grands, plus rapides, meilleurs et donc encore plus difficiles à mettre dans le vent. Pour contourner ce problème, au sens propre, Tatum possède toutefois une belle gamme de variations dans son jeu en pénétration. En ce qui concerne les changements de vitesse, il les utilise bien, mais sans doute pas suffisamment, et de manière pas encore assez marquée. En revanche, pour changer de direction, Tatum possède de bons petits moves balle en main. Il a montré un bon spin move, des crossovers, des in and out et autres. Il ne possède pas la maîtrise chirurgicale du ballon d'un meneur ou d'un arrière, dont la précision et la rapidité de geste sont incroyablement grandes. Mais, une fois ses qualités de dribble, pas d'élite mais tout de même très bonnes, associé à de très grandes mensurations et sa fluidité de corps, cela suffit largement pour perdre le défenseur. Tatum fait preuve d'une assez bonne agressivité pour attaquer le cercle. Depuis des positions de spot-up notamment, il feint le tir puis joue la pénétration plutôt que shoot lorsque le défenseur se jette sur lui. Un des exercices favoris de Tatum pour se rendre jusqu'au panier demeure le pick and roll. Sur isolation, il a du mal à placer un premier pas comme expliqué plus haut, mais le pick and roll permet de lui offrir un écran dont il use bien pour se démarquer de son vis-à-vis initialement. Son total assez moyen de lancer franc tenté, 4,8 par match en 33 minutes par match, s'explique en partie de par son rôle à Duke, qui n'était pas un rôle majeur de porteur de balle dominant. Néanmoins, ce chiffre illustre tout de même une tendance non pas à fuir le contact, mais bien à ne pas tenter de driver suffisamment. Tatum a logiquement plus insisté sur des tirs de périmètre, mais il aurait sans doute pu attaquer le panier plus régulièrement et avec une plus grande détermination. Dans sa finition au cercle, Tatum s'est montré très prometteur, tout en conservant encore quelques défauts non négligeables. Pour le côté positif, notons ses superbes atouts physiques, sa taille et ses très longs bras dont il se sert déjà très bien pour s'étendre au maximum au moment du lay-up et ainsi relâcher le ballon à hauteur du cercle. Son toucher de balle est apparu assez bon, pour ne pas dire vraiment très bon par moment, tant il est allé chercher quelques finitions étonnantes et compliquées avec la planche, dans des angles parfois très variés. Pour le côté négatif à présent, il convient également de noter que, de manière générale et sur l'ensemble de ces situations, Tatum n'a pas tout le temps fait admirer ni cette extension au cercle, ni ce toucher de balle. C'est particulièrement dans le trafic, lorsqu'il se retrouve avec le défenseur encore bien sur lui, avec un protecteur d'arceau dans les parages ou tout simplement dans une foule de bras, que Tatum s'est montré en toute logique le moins performant. Son manque d'explosivité, entraînant une incapacité à réellement se séparer de son défenseur ou à le distancer, le pousse à lui-même se mettre dans des situations compliquées dans le seul but de pouvoir tirer, en tombant par exemple vers l'arrière, en se contentionnant et ainsi de suite. Également, Tatum aime un peu trop utiliser le push shot au moment de finir, plutôt que de s'étendre pour le lay-up. C'est-à-dire qu'il se jette sur le défenseur face au panier et déclenche un petit tir en cloche, moins précis et efficace qu'un lay-up, juste à côté du panier. Si cela fonctionnait encore au niveau NCAA, ce sera sans doute moins le cas en NBA où les défenseurs sont plus difficiles à passer par-dessus et où les aides côté faible viendront plus rapidement punir ce genre de geste très facilement contrable. Plus encore, Tatum n'aime pas beaucoup, pour ne pas dire pas du tout, utiliser sa main gauche. Il revient régulièrement sur la main droite dans des situations de jeu, pénétration sur la gauche notamment, où l'usage de la main gauche est une nécessité et où celui de la main droite entraîne un tir désaxé et déséquilibré avec peu de chances de réussite. À terme, on peut donc imaginer Tatum devenir un vrai bon finisseur au cercle. Peut-être pas un finisseur d'élite, autour des 70% de réussite au cercle, à la manière de Kevin Durant ou LeBron James, puisqu'il lui manque cette dose d'explosivité et verticalité qui facilite grandement la proba de réussite d'un tas de tirs au panier. Mais très certainement, avec les atouts qui sont les siens, il pourrait devenir très bon, voire excellent. Plus de 60% de réussite au panier au moins. Du reste, son scoring intérieur se fait également au moyen d'un très bon jeu sans ballon. Il coupe vers le cercle à des moments opportuns et avec un bon timing, ou bien il récupère des rebonds offensifs. Mais aussi avec du jeu au poste bas. À l'image de Jabari Parker, également à Duke en 2014, lui aussi est un allié de formation qui jouait ailier fort une grande partie du temps à Duke et qui allait notamment travailler au poste bas. Là encore, c'est tout en finesse, en utilisant footwork et toucher de balle pour marquer.
Néanmoins, comme pour beaucoup d'universitaires s'illustrant dans l'exercice, le jeu au poste bas des joueurs qui ne sont pas des intérieurs ne se transpose pas vraiment chez les pros. Parce que leurs moves sont intrinsèquement pas assez bons ou efficaces pour le dur monde de la NBA, mais aussi parce que peu d'équipes NBA souhaitent utiliser le jeu au poste de leurs intérieurs et encore plus des non-intérieurs. Les équipes universitaires envoient au poste un joueur parce que la différence physique et ou technique est généralement suffisante pour accoucher sur des tirs de bonne qualité, mais chez les pros, ce delta est moins grand, voire carrément nul. Aussi, il est peu probable que l'équipe qui va drafter Tatum choisisse de l'utiliser au poste bas fréquemment, alors que c'était, pour lui, une source très régulière de points à la fac. Néanmoins, tout n'est pas à jeter. Dans une ligue où se pratiquent à foison les défenses en switch pour prévenir les tirs à 3 points, être capable de punir un plus petit défenseur qui se retrouve sur soi est redevenu un atout de taille. C'est-à-dire qu'il y aura peu de systèmes voulant transmettre la balle à Tatum au poste, sauf si match-up de base favorable, mais au cours d'une action, si un plus petit joueur change sur lui, Tatum pourrait en tirer profit en 1 contre 1 au poste bas. Il lui faudra néanmoins impérativement gagner en puissance dans la partie basse du corps. Son jeu au poste est pour l'instant tout en finesse et en shootant par-dessus les défenseurs, mais même les meneurs NBA et arrière NBA sont bâtis pour tenir leur territoire si Tatum n'est pas assez fort et agressif pour les enfoncer. Tatum est également un bon passeur, voire même très bon passeur, par rapport à son rôle et à sa position. D'un point de vue quantitatif, il crée assez peu, 2,1 assists par match. Mais qualitativement parlant, il a démontré de très belles choses et réalisé de bonnes passes dans le jeu, malgré son costume de scoreur. D'abord et avant tout, Tatum s'illustre dans sa capacité à savoir réaliser la bonne action. Il n'hésite pas à faire la passe simple qui s'impose, il trouve son partenaire si celui-ci est ouvert, il fluidifie le jeu et fait tourner la gonfle lorsque cela s'impose. En bref, il a montré à Duke être capable de s'intégrer parfaitement dans un collectif et dans un fond de jeu, sans être le scoreur trou noir à qui on donne la balle et qu'on ne revoit jamais. Au-delà de ça, Tatum a même fait étalage d'une bonne vision de jeu. Par de nombreuses fois, il a été capable de voir et de servir des coéquipiers largement démarqués ou tout seul dans le dos de la défense. Plus encore, Tatum a même montré pouvoir créer occasionnellement en sortie de dribble. Là encore, c'est en petite quantité, mais il a réussi l'an passé à trouver de très bonnes opportunités de tir sur pénétration et même sur pick and roll pour ses coéquipiers. Créer en mouvement n'est clairement pas une qualité dont sont capables tous les joueurs de basket et, a fortiori, dans un rôle de scoreur avant tout. Posséder cette qualité est à la fois rare et précieux. Notamment, Tatum s'est particulièrement illustré sur des phases de jeu où il attaquait le cercle et glissait des ballons à son intérieur dans la raquette lorsque la défense se resserrait autour de lui. Évidemment qu'à ce stade de son développement, toutes ces offrandes intéressantes s'accompagnent encore de, presque, autant de mauvaises passes, résultant de mauvais choix dans le jeu ou de mauvaises réalisations, mauvaises exécutions. Il n'a pas encore le métier ni la connaissance de jeu suffisamment profonde pour anticiper les aides côté faible ou les systèmes défensifs adverses. Et cela aboutit très concrètement sur son lot de passes ratées. Son ratio de pass turnover est d'ailleurs en dessous de la barre symbolique des 1, 2,1 assists contre 2,6 turnover, donc un ratio de 0,8. Pour autant, rien d'inquiétant outre mesure. Tatum a démontré par ailleurs être un joueur à la fois intelligent et capable de bien voir le terrain. Aussi, une fois plus d'expérience acquise, il pourrait bien plus limiter ce genre d'erreur classique de jeunes joueurs. Un seul point ressort un peu plus que les autres cependant. Sa tendance à ne pas servir des coéquipiers ouverts par moment. Il a montré à Duke être altruiste et pouvant voir le jeu, mais il lui arrivait régulièrement, pas dans de grandes proportions cela dit, de ne pas faire tourner la balle jusqu'à un de ses partenaires largement ouverts et de plutôt prendre le tir lui-même. C'est un des reproches majeurs qui lui était fait avant la NCAA, dans ses années lycée, et bien qu'il ait réussi à grandement limiter ce défaut, il ne l'a pas encore totalement effacé de son jeu. Être une première option d'équipe au scoring entraîne forcément de privilégier son propre tir à celui des autres par moment. Mais être capable au contraire de lâcher la balle, de refuser son propre tir pour un tir d'un coéquipier plus ouvert, avec une plus grande probabilité de rentrée donc, est un réel atout capital. Sans prendre l'exemple de joueurs tels que LeBron James ou James Harden qui sont de véritables meneurs dans l'âme, l'exemple récent de Kevin Durant illustre à merveille cela. Petit à petit dans sa carrière, Durant a appris à lâcher de plus en plus le ballon et ainsi à tirer profit de toute l'attention que les défenses lui portaient. Tout cela accumulé en 2014 où il a distribué carrément plus de 5 offrandes par match, contre un peu plus de 2 à peine en début de carrière. Ce qui a permis à son équipe d'être une des meilleures de la ligue et lui a permis d'être MVP. Même cette année, 2017, si les Warriors sont capables de développer un jeu aussi léché et spectaculaire, c'est aussi grâce à l'altruisme que le Durant, scoreur dans l'âme, a su développer. À l'inverse, Carmelo Anthony n'a jamais réellement fait cela.
On parle ici de très haute sphère parce que c'est le potentiel maximum de Tatum. Mais clairement, savoir tirer profit des défenses qui se resserrent sur soi est un atout souvent capital pour le très haut niveau. La contraposée est juste également. Vous ne trouverez pas de superstar ou de franchise player en NBA qui ne sache pas un minimum faire tourner la balle. Défensivement, Tatum a également démontré de très belles promesses. Il ne devrait pas devenir un défenseur d'élite chez les pros, il n'en a de toute façon pas la vocation. Mais, encore une fois, par rapport à son rôle de probable go-to guy, son potentiel défensif est des plus intéressants. D'abord, Tatum peut devenir à terme un excellent défenseur sur l'homme. Ce n'est pas tout le temps, mais on l'a vu capable de tenir son vis-à-vis de très belle manière sur isolation. Il possède une belle vitesse latérale et surtout de grandes mensurations physiques, ses bras notamment. Ce qui, les deux combinés, en font un obstacle grand, mobile et difficile à contourner pour l'attaquant. Il arrivait très bien par moments à rester entre son vis-à-vis et le panier, en contestant même très bien le tir au cercle une fois ceci déclenché. Clairement, posséder un ailier scoreur qui est également capable de tenir son rang défensivement est un atout précieux pour n'importe quelle équipe NBA. Néanmoins, ce serait aller trop vite en besogne que de décrire Tatum comme un défenseur accompli sur l'homme. Il lui arrivait de manière régulière et non anecdotique de se faire battre sur ce genre de situation. Comme tout jeune joueur, c'est essentiellement de savoir-faire, de connaissances défensives et de fondamentaux un peu plus polis dont Tatum manque actuellement. Des petites sautes de concentration par-ci, des petits manques d'effort par-là, des postures défensives pas toujours bien ancrées, voire même des erreurs de positionnement ou d'orientation d'appui. Rien de bien inquiétant sur le long terme. Mais dans les médias et sur le début de sa carrière, ce ne serait pas anormal de le voir se faire prendre à revers par des joueurs et des athlètes professionnels bien meilleurs que ceux qu'il a rencontrés en NCAA. Une question se pose tout de même. À quel point sa vitesse latérale est-elle bonne ? À la fac, elle est apparue largement suffisante, mais il n'a pas fait souvent face à des athlètes explosifs comme on en trouve à foison chez les pros. Le doute est permis. Cependant, les feux semblent être au vert, orangé, plutôt qu'au rouge, pétard. Certes, il manque d'explosivité et de dynamisme dans les jambes, mais la vitesse latérale est plutôt liée à une vitesse et coordination d'appui qui se travaillent indépendamment, bien que tout soit un peu connecté. Tatum s'est rarement fait battre sur de la pure vitesse latérale en NCAA. Au contraire, c'était sur des petites erreurs au démarrage, où il pouvait être en mauvaise position ou mauvaise posture, mais il ne s'est jamais vraiment fait distancer sur la pure capacité à coulisser rapidement. Aussi, une fois réglés ces petits problèmes tangibles, les pénétrations qu'il concède devraient se faire un peu plus rares. De manière intéressante, Tatum possède une assez bonne polyvalence dans sa défense sur l'homme, en ce sens qu'il défendait principalement sa position, poste 3, mais n'a pas eu trop de soucis sur des switches du pick and roll ou d'autres changements défensifs dans le jeu, à garder et à contenir des joueurs un peu plus petits et un peu plus rapides. Ses longs bras et sa grande carrure difficile à contourner, compensant le différentiel de vitesse qu'il rendait à ses petits arrières. Cela dit, il convient là encore de noter que ce ne sera peut-être plus le cas en NBA et que la rapidité et le niveau de jeu des arrières de la grande ligue sera peut-être trop grande pour que Tatum soit encore à mesure d'exister face à eux. Cette polyvalence défensive n'est toutefois pas aussi grande qu'elle pourrait et qu'elle devrait. En effet, si Tatum est capable de garder les postes 3 ainsi que quelques meneurs et arrières, c'est en revanche un peu plus dur pour lui de défendre des ailiers forts. Plus particulièrement des vrais intérieurs poste 4, plutôt que les twinners ailiers de formation jouant ailier fort à la fac, comme lui. Il lui manque en effet de la puissance pour tout simplement tenir son territoire face à des joueurs plus imposants. S'il est indéniable que la partie haute de son corps est très développée, musculairement parlant, de très larges épaules, des bons bras, il manque en revanche de force dans la partie basse du corps. Ses cuisses et ses jambes ne sont tout simplement pas assez puissantes en l'état. Même au niveau NCAA, Tatum avait ainsi du mal à défendre de vrais ailiers forts intérieurs. Autrement dit, cela devrait être pire face à ceux de NBA bien plus grands et costauds. Il s'est fait très régulièrement enfoncer au poste lorsqu'il était assigné à ce genre de joueur, sans pouvoir garder son territoire ni offrir un contact suffisamment bon. Acquérir cette meilleure base musculaire semble un élément loin d'être négligeable pour la carrière de Tatum. Cela va au-delà de la capacité en elle-même à tenir son rang au poste bas. En effet, en étant capable d'être bien plus solide sur ses appuis pour ne pas se faire enfoncer facilement, Tatum obtiendrait alors cette polyvalence défensive et pourrait durablement jouer poste 4. Sans ça, il sera difficile d'imaginer cette hypothèse. Mais s'il arrive à au moins tenir un peu, même juste le temps que la prise à 2 arrive, plutôt que ne pas être capable d'offrir assez de résistance de base, ce sera bien plus viable et probable. Ce que cela entraînerait, c'est donc une possibilité de le positionner poste 4 plutôt que poste 3, ce qui aurait des conséquences favorables d'une énorme envergure pour lui et pour son équipe. Dans la NBA d'aujourd'hui, qui va toujours plus vers le small ball et où les positions sont de plus en plus floues, avoir un Jason Tatum positionné en ailier fort peut sans doute apporter beaucoup pour l'équipe.
C'est d'abord une configuration où il n'y aurait alors qu'un seul vrai intérieur sur le terrain, en plus de Tatum, ce qui augmenterait de facto le spacing. D'autre part, le fait de posséder un poste 4 avec du ballon est un atout formidable. Donner la gonfle à Tatum avec 3 arrière-shooters dans le périmètre et un intérieur sous le cercle est une configuration presque idéale pour la NBA d'aujourd'hui, étant donné que le garçon peut alors avoir tout l'espace pour opérer, se créer son tir, pénétrer, et même créer pour les autres en sortie de dribble. Également, dans l'hypothèse où Tatum n'arrive pas à augmenter son efficacité à 3 points, c'est beaucoup moins dérangeant d'avoir un ailier fort à 34%, avec à ses côtés 3 arrières bons au shoot, plutôt qu'un ailier à 34% et 2 vrais intérieurs sur le terrain. D'autant que, positionné en ailier fort, Tatum pourra aussi apporter du spacing avec son drive et sa capacité à jouer au large, et pas juste avec son shoot. Aussi, que ce soit par séquence ou sur la durée, la possibilité pour Tatum de jouer poste 4 semble être primordiale. Mais cette possibilité ne passera que par la capacité à tenir son territoire au poste, face à d'autres postes 4. Même seulement par séquence, un entraîneur ne pourra pas se permettre de le positionner ailier fort si cela en fait une cible facile qui va leur coûter des points, au moins autant ou même plus de points que son positionnement offensif au small ball pourrait générer. Or, à l'heure actuelle et dans un futur proche, installer Tatum en poste 4, c'est avoir la quasi-certitude que des Blake Griffin, Kevin Love, LaMarcus Aldridge, Paul Millsap et bien d'autres pourront l'abuser aisément au poste bas pour des points faciles. Autrement dit, ce n'est pas la capacité intrinsèque à défendre le poste bas qui est intéressante, mais bien ce qu'elle peut apporter indirectement, ce qu'on appelle la valeur structurelle. On ne va pas lui demander d'être un bon défenseur au poste bas, d'autant que c'est un aspect de jeu de moins en moins utilisé pour marquer, mais simplement de ne pas être un mauvais. Plus encore, avoir une meilleure base, partie basse du corps, pourrait aussi lui permettre de mieux résister au choc et de mieux contenir les pénétrations adverses. Même sur le poste de 3, les ailiers NBA vont tenter de lui rentrer dans le lard. LeBron, Durant, Leonard, George, Butler, pour ne citer que l'élite, en attaquant le cercle avec plus d'agressivité et de puissance que les joueurs universitaires. Donc, poste 4 ou poste 3, développer cette puissance dans la partie basse du corps semble indispensable, d'abord pour survivre et ensuite pour mûrir dans des rôles autres. Tatum est, par ailleurs, un défenseur collectif prometteur. Il a démontré une intelligence de jeu certaine pour apporter des aides pertinentes et, plus particulièrement, s'est illustré de manière plus importante qu'un poste 3 classique sur de la protection de cercle. Là encore, usant de ses longs bras. Un aspect qui rassure sans doute un petit peu pour son éventuel repositionnement en small ball poste 4 par séquence, si tant est que ce soit le cas un jour. Il lui reste néanmoins pas mal de progrès à faire pour affiner sa défense collective. Dans la réalisation même de ses aides s'exprime toute son inexpérience et son manque de savoir-faire lorsqu'il ne bouge pas bien les angles ou ne réalise pas l'aide de la bonne manière. Dans ses oublis réguliers et ses aides manquées s'illustre sa naïveté et son manque d'attention à tout instant, pour conserver un contact visuel à la fois avec son homme et le ballon, et ainsi être capable d'intervenir sur l'un ou sur l'autre. Pas plus d'inquiétude que ça à avoir sur le long terme, encore une fois, mais de simples détails à ne pas tarder à corriger toutefois. En qualité de playmaker défensif, on ne peut pas dire que Tatum soit en l'état un vrai game changer. Sur les lignes de passe, comme pour d'ailleurs arracher des ballons des mains même de l'adversaire, il n'a pas affiché des instincts extraordinaires. Mais, encore et toujours, ces atouts physiques suffisent à eux seuls pour récolter quelques ballons. 1,3 interceptions par match. Un domaine où Tatum possède un véritable impact sur le match, en revanche, c'est le rebond. Défensif surtout. Il collecte pas moins de 7,3 prises par match de moyenne cette année à Duke, un très fort total pour un ailier, bien qu'il ait donc souvent joué ailier fort. Au-delà de la stat en elle-même, qui ne reflète pas toujours forcément la qualité d'un joueur au rebond, comme certains meneurs NBA qui négligent parfois la défense pour gober du rebond non contesté, Tatum possède de véritables forces au rebond et ne peut pas être accusé d'empiler de la stat dans le vide. Ses instincts pour deviner où va rebondir le ballon et à quel moment il doit sauter sont réellement superbes. Il ajoute à cela de très bons atouts physiques pour aller chercher un grand nombre de rebonds dans le trafic, attrapant la balle plus haut que tout le monde et arrachant avec agressivité des ballons flottant dans les forêts de bras. Il ne se prive pas non plus de poser de bons box-out pour bloquer son vis-à-vis et veiller à l'exécution très académique de la récupération du ballon, par lui ou par un autre. Le constat à 5 ans après la draft de Jason Tatum devrait assurément être un des plus intéressants de cette QV 2017. Mis à part peut-être Markelle Fultz, dont on sait qu'il va devenir un go-to-guy, sauf accident, et Josh Jackson, qui devrait se plaire dans un rôle d'ailier fort et complet, mais pas forcément star, tous les autres prospects, gros prospects, sont intrigants et aux carrières possibles et très diverses. Mais, pour Tatum, c'est plus complexe que ça.
S'il n'arrive pas à percer en NBA alors qu'il possède un très gros potentiel, c'est donc en toute logique que son jeu ne se sera pas transposé au monde beaucoup plus dur de la NBA. Or, si cela arrive, s'il ne peut pas scorer à gros volume en NBA, son apport est anecdotique. Il présente un profil assez complet et prometteur partout, mais complet pour un scoreur. C'est un passeur intéressant et un défenseur pas incompétent, mais pour un rôle d'ailier scoreur. Sans ces points, Tatum n'est par ailleurs pas un assez bon passeur ni un assez bon défenseur pour impacter le jeu suffisamment et survivre de par ça uniquement. Soit ça passe, et ça passe brillamment, son jeu se transpose, il enfile les paniers, soit ça casse, et ça casse sec, un apport très peu intéressant. Or, c'est la question centrale de son jeu. À quel point Tatum va-t-il être capable de compenser son manque d'explosivité avec son bagage technique ? Jusqu'à quel point va-t-il arriver à transposer son jeu si travaillé tout en toucher de balle, en finesse, en détails très subtils, en lecture de jeu, dans une NBA où l'impact défensif va être d'un niveau bien plus grand athlétiquement et physiquement. Son footwork et sa science du jeu dans la création de son tir sont-ils assez bons pour battre de manière constante les grands défenseurs professionnels ? Sa fluidité et son arsenal technique sont-ils suffisamment bons pour le propulser jusqu'au cercle face à des défenseurs plus rugueux et plus durs à dépasser ? Son toucher de balle et sa créativité sont-ils suffisants pour terminer efficacement au panier au milieu de défenseurs immenses et plus alertes ? Autant de questions dont actuellement on ne connaît pas la réponse. Au-delà de ça, une autre question essentielle se pose, celle de son jump shot. Le fait d'arriver à développer un tir fiable peut totalement changer la donne. A fortiori, si autant de doutes planent autour de sa création offensive, l'acquisition d'un jump shot de qualité semble être l'autre élément capital à son jeu et à son avenir. Quitte à ne pas savoir créer de belles séparations avec le défenseur ou de ne pas être assez vif pour le perdre, il a intérêt à savoir mettre ses tirs compliqués très régulièrement. Et puisqu'il n'a pas le coup de rein pour aller au cercle à volonté, développer un jump shot de grande qualité est essentiel pour que les défenseurs craignent cette arme et lui laissent un peu plus de champ pour pénétrer. Mais alors, pourquoi Tatum est projeté aussi haut alors même que autant de doutes l'entourent ? La réponse est très simple. Le potentiel, la grandeur de son potentiel. Dans cette classe de draft pourtant extrêmement dense dans les premières places, avec un top 10 de grande qualité, ils ne sont que deux à se voir attribuer le statut de potentiel go-to-guy, Markelle Fultz et Jason Tatum. Et ça, ce n'est pas rien. Cette capacité à créer à la fois qualitativement et quantitativement pour les autres et pour soi, c'est donc la qualité ultime d'un basketteur. C'est aussi la plus dure à avoir, la plus rare et la plus chère également. C'est pour cela que les joueurs draftés les premiers sont quasiment toujours ceux qui possèdent cette qualité. Fultz est quasiment certain de toujours avoir cette qualité une fois chez les pros. Donc, il sera a priori le numéro 1 incontesté. Tatum, en revanche, il y a plus de doutes. Peut-être qu'une fois en NBA, dans un environnement plus dur et un niveau de compétition bien plus grand, peut-être n'affichera-t-il plus cette qualité. C'est désormais au GM NBA d'arriver à évaluer les chances de réussite de Tatum chez les pros et d'ensuite tout mettre en œuvre pour que cela se passe au mieux. À n'en pas douter, tous les GM ne placeront pas le curseur du potentiel / risque au même niveau, ce qui fait que certaines équipes pourraient choisir de passer sur lui, alors que d'autres, à la recherche d'un franchise player, pourraient au contraire monter dans la draft et tenter le coup. Seul le temps résoudra cette énigme. Un des cas, si ce n'est le cas le plus intéressant et intriguant de cette classe de draft 2017, pourtant d'une grande richesse. Et donc, à présent, vous le savez, quelques commentaires de notre part, de la part de 2025, avec le a posteriori, ce luxe-là qu'on a aujourd'hui sur donc l'article et sur Tatum. On va essayer de faire plus court que d'habitude. Vous avez bien vu que l'article était très long à lire, mais parce qu'il était très long en soi. Et effectivement, si vous n'avez pas deviné, c'était moi le Guillaume de Basket Info. Donc, c'était mon article à l'époque. Pour le coup, j'en suis très fier sur le fond. Je suis même étonné à quel point il était bon à l'époque, parce que bon, j'ai quand même progressé depuis, et je trouve que si j'ai progressé, ça veut dire qu'avant j'étais un peu plus nul. Et pourtant, je trouve pas mal l'article. Mais c'est vrai que sur la forme, bon, j'avais pas d'éditeur. Peut-être j'aurais dû avoir besoin d'un éditeur qui me dise qu'il faut faire plus court certains trucs. Et encore, là, je vous ai mis un peu que l'essentiel, mais il y a des fois, je fais des paragraphes sur contextualisation de Duke, le côté comparaison avec Randle, avec Jabari Parker, ou des mecs comme ça, un peu dans ce côté go-to-guy potentiel. Bref. Tout ceci sur la forme, c'est pas top. Mais donc, sur le fond, c'est vrai que
Bon, moi pour dire, j'étais un des mecs qui était le plus chaud sur Tatum à la draft, parmi un peu le microcosme du NBA draft Twitter US même pour le coup. Et c'est vrai qu'il y a un aspect où je trouve que l'article est bon, mais pas parce que ah bah tiens, j'avais dit qu'il serait fort et il a été fort, mais ça à la limite on s'en fout, c'est plutôt sur le fait d'arriver à pointer les points de bascule. Et en l'occurrence, les points de bascule en question, je trouve qu'ils ont basculé du bon côté pour Tatum. Mais je veux dire, si Tatum se serait planté royalement, je pense que l'article aurait quand même été pertinent parce qu'on aurait vu où ça aurait pu se planter. Mais justement, vu qu'on parle pour une fois d'un article où j'ai eu raison, je vous renvoie de suite pour faire un contre-coms vers notre série des Pourquoi j'avais tort, qui revient sur une série où on revient sur toutes les fois où je me suis planté dans le scouting. Voilà, juste pour équilibrer un peu le karma. Mais non, mais alors, pour le coup, c'est vrai que Tatum, il faut aussi se rendre compte que moi j'étais très chaud sur lui parce que, bon, je vais reprendre depuis le début, l'inverse plutôt. Tatum avait un peu une image de, pour le dire très grossièrement, de Carmelo Anthony. Voilà, ce qui est évidemment, selon à qui on parle, on va pas avoir le même avis pour le coup, mais c'est vrai que dans la communauté un peu plus avancée, tout ce qui est tactique, scouting, stats aussi un peu, il y a un côté où Carmelo Anthony, c'est très sympa en termes de points par match, mais l'efficacité est pas top. Il y a aussi un coup d'opportunité parce que le passing est pas là, la synergie offensive avec d'autres est pas là, ça élève pas autant le plafond que d'autres, que même un Kevin Durant, qui lui aussi est un scoreur, mais avec plus grosse efficacité, avec plus de choses, la défense aussi, etc. Donc c'est vrai que il y avait un peu ce truc où Tatum était vu comme ok, on a compris, c'est le mec de high school qui a déjà un répertoire de skills, de pull-up, de crossover, de high school. Voilà, c'est un peu le scoreur, je vais pas dire dans le vide, mais voyez un peu cette image. Et c'est un peu ça qu'il avait. Mais moi, c'était même précisément pour ça que j'étais chaud, même plus chaud que beaucoup. C'est l'aspect de ok, c'est un peu ça, mais c'est pas ça du tout en termes de. C'est plus que ça et c'est même fondamental cette différence parce que certes, c'est un scoreur, un ailier scoreur, on va dire, dans ce moule-là, mais qui justement, et ça a l'air d'un détail, mais ça ne l'est pas, mais qui peut faire plus sur à peu près partout. Donc c'est aussi là-dessus où je trouve que résidait la subtilité. Certains voyaient le côté, ouais, ok, c'est un espèce de scoreur go-to-guy, mais pas hyper intéressant, qui a montré des limites, on sait jamais sur la transposition. En plus, il était que à 16 points par match, donc c'est même pas impressionnant. Moi, j'avoue que je voyais plutôt l'autre côté en mode, ok, c'est ce moule-là, mais il s'extrait un peu de ce moule-là du scoreur un peu caricatural, ailier scoreur, de par plus de passing, de par plus de défense, de par plus de jeu off-ball, etc. Et ça a l'air de rien, mais c'est énorme. Parce que, justement, et précisément, la faiblesse de ce modèle caricatural, c'est qu'il peut faire qu'une chose et pas grand-chose de plus. Donc, si, justement, tu peux faire plus, c'est que tu n'es pas vraiment ce profil-là. Et tout ça, c'est un peu confirmé, d'ailleurs. Mais voilà, moi, c'est vrai que j'étais très chaud, comme je le dis dans l'article, et encore, j'ai supprimé des paragraphes où je redéveloppais, mais il y a un côté où, pour moi, il y avait deux joueurs qui étaient, évidemment, avec ce potentiel de go-to-guy, ce qui ne veut pas dire que Tatum allait l'atteindre, comme je le dis bien également, mais c'était évident que c'était un de ceux avec Markelle Fultz, donc les deux qui l'avaient. Bon, pour refaire un peu le contexte de la draft 2017 aussi. Draft 2017, donc il y a presque 10 ans maintenant déjà, ça passe vite, mais on est sur la draft de Markelle Fultz. Et alors d'ailleurs, je fais pas exprès, je ne l'ai pas rajouté aujourd'hui pour être drôle au montage ou en lisant. Je dis vraiment littéralement, Markelle Fultz, on sait que ça va être un go-to-guy, sauf accident. Voilà. Et ça, je l'avais écrit à l'époque. C'est marrant, je sais pas, mais en tout cas c'est ironique quand on sait que sa carrière a déraillé à cause justement d'un accident de moto. Ça n'a pas été confirmé, mais c'est un peu le truc officieux que Markelle Fultz, le pull-up à 3 points, qui était le prospect parfait, un des meilleurs de la décennie. Pour moi, c'est Markelle Fultz, c'est la folie parce que on est dans l'ère des pull-up à 3 points où ça explose, et lui, il arrive, un meneur de grande taille qui est pas explosif, mais qui est hyper rapide, hyper fluide et avec une manière de bouger qui est géniale, qui a donc ce pull-up à 3 points et qui a aussi, au passage, moi j'étais plus chaud sur Markelle Fultz sur le côté passing et défense, beaucoup plus que la moyenne. Et en fait, même moi, mes attentes plus hautes que la moyenne, elles ont été explosées. Markelle Fultz, il survit en NBA pendant quelques années parce que le passing et la défense sont beaucoup plus hauts qu'attendus. C'est juste que voilà, l'accident de moto fait que on a des ligaments dans l'épaule qui sont totalement foutus, et donc il n'y a pas du tout le geste, il y a plus rien, quoi, il y a plus de jump shot. Or, si c'est drafté numéro 1, c'est aussi pour le jump shot. Il y avait du toucher, il y avait des qualités défensives, il y a de la longueur, de la taille, il y avait beaucoup de choses, mais c'est vrai que sans le jump shot, on perd tout le scoring, quoi. Donc c'est un peu ironique quand je me relis et que je lis ça. Mais c'est vrai que l'autre, donc c'était Tatum, le côté go-to-guy potentiel, même si c'était un profil beaucoup plus risqué. J'ai bien développé, on va pas le refaire non plus beaucoup ici dans le commentaire. Mais pour dire aussi, mine de rien, je pense que Boston était peut-être un peu plus chaud sur Tatum que sur Markelle Fultz, parce que rappelons que Boston a le first pick. Boston, c'est eux qui ont le first pick à la loterie. Alors pourquoi ? Alors que Boston est en finale de conf avec Isaiah Thomas en 2017.
Mais en fait, c'est le fameux échange, donc Paul Pierce et Garnett à Brooklyn en 2013, et en échange, Brooklyn donne des pics futurs, mais surtout des pics non protégés. Et les pics non protégés, vu qu'ensuite à Brooklyn, ça s'effondre, c'est une équipe qui devient catastrophique, qui n'a pas de talent pur, etc. Et sauf que leur pick, il va à Boston, ça va être Tatum, enfin, pas Tatum encore pour l'instant. Ils ont le first pick, mais apparemment, mais c'est quand même vouloir donner un peu de crédit pour le coup, parce qu'eux, ils étaient quand même aussi chauds sur Tatum, et chauds au point où finalement, ils acceptent de lâcher le first pick pour redescendre à la 3e place. Parce que, élément contextuel, aussi les Lakers étaient un peu amoureux de Lonzo Ball, qui était 2e. D'ailleurs, c'est vrai que moi, je considérais un peu Markelle Fultz et Tatum comme les futurs go-to guys. C'est vrai que beaucoup de monde était très chaud sur Lonzo Ball, pour le coup, en mode oui, ça va être la star, etc. Et bon, là-dessus, j'ai un peu plus de doute. Mais donc Boston descend et il change avec les Sixers, passer de 1 à 3. Alors je sais plus ce qu'ils ont gratté dans l'échange en plus, mais c'était pas non plus des tonnes. Mais je veux dire, combien de fois ça arrive qu'une équipe abandonne le first pick, c'est que vraiment soit tu crois pas du tout à Markelle Fultz, soit peut-être d'ailleurs, je me suis jamais posé la question, mais peut-être qu'il y avait déjà eu des échos par rapport à l'accident de Markelle Fultz. Je connais pas trop les timelines, ou peut-être que médicalement ils avaient déjà vu le truc, quoi. Donc peut-être aussi, ou alors donc ils étaient très chauds aussi sur notre ami Tatum. Et bon, tant mieux pour lui, ça s'est bien passé. Moi, à l'époque, qui suis donc très chaud sur Tatum, je suis un peu énervé au moment de la draft, parce que je me dis, mais pourquoi tu vas à Boston, quoi? Alors, tant mieux pour Boston, ils ont un top pick, mais l'effectif était rempli d'ailiers déjà. Il y avait Jay Crowder à l'époque, qui était un peu la star du poste pour le titulaire en place, je veux dire, plutôt que la star. Le titulaire bien installé à Boston, poste 3. Il y avait aussi Gordon Hayward qui était arrivé. En free agency juste après la draft. Donc moi, j'étais un peu en mode panique, mais quand est-ce qu'il va jouer mon Tatum, quoi? Il y avait aussi Jaylen Brown d'ailleurs qui venait d'être drafté juste avant, 1 an avant. Donc moi, dans le contexte Boston, je me dis mince, quoi, ça va pas bien se passer, quoi. Il y aura pas la place pour que mon petit chouchou puisse faire des choses. En l'occurrence, notre ami Jay Crowder a été échangé avec Thomas à Cleveland, donc la question s'est pas posée, et encore plus malheureusement, Hayward s'est fait la cheville et tout le pied, etc. au bout de 5 ou 10 minutes de jeu contre les Cavs. Donc il y a eu plus de place pour Tatum, et c'est vrai que d'ailleurs, on peut enchaîner là-dessus, sur le côté carrière. Il se fait sa place au début dans un rôle de, précisément, role player. Et c'est même assez bluffant de voir ça. Et bon, ça fait aussi partie des forces du profil. Comme dit, beaucoup de monde l'attendait un peu. Oui, c'est le go-to guy. Moi, je pense qu'il y avait plus. Et en effet, le début de carrière, la première saison confirme totalement ça, parce que la star, c'est Kyrie, qui vient d'arriver, Kyrie Irving, dont on a déjà parlé dans la série. Mais et puis c'est le système, et puis c'est Brad Stevens, etc. Et donc au début, Tatum, en fait, c'est pas du tout un joueur au volume, création, c'est un role player, quoi. Role player un peu par la défense, par un peu du scoring de création, mais très tertiaire, on va dire, au tout début, je parle du début, et puis du 3 points et du catch and shoot. Donc le rôle est assez réduit, assez sobre. D'ailleurs, son année rookie est l'année où il va être le plus efficace en carrière. Bon, on y reviendra peut-être là-dessus. Et au final, il y a aussi le côté blessure de fin de saison où Kyrie va se blesser à son tour, en plus de Hayward. Et donc, en fait, il va prendre une ampleur dès la fin de première saison. Vous le savez, les playoffs 2018, le jeune Tatum, il a que 19 ans et pourtant, il est créateur face à Cleveland et LeBron, etc. Voilà. Donc, ça a explosé assez vite. Mais je trouve que on a quand même ce tout début où, en fait, il est valuable d'entrée de jeu. Parce qu'on a pu virer certains mecs, mais aussi parce qu'il, lui, s'inscrit parfaitement là-dedans. Donc ça, c'était un point positif, et c'était aussi un truc qu'on avait vu qui était bien à la fac. On va y arriver. Mais justement, pour aller un peu sur le scouting, le truc dans mon article qui ne ressort pas, c'est le shoot. Et c'est vrai que je pars un peu du principe que le shoot, il est à 34%, c'est pas la folie. Bon, il y a un côté où, sans doute qu'aujourd'hui, avec mes connaissances, etc., ce que j'aurais appris, déjà, première chose, j'aurais pensé à recouper avec d'autres éléments. Premièrement, un peu le passif de lycéen, parce qu'on l'a déjà développé, mais une saison universitaire, ce n'est que une saison universitaire, et le shoot, l'échantillon n'est peut-être pas forcément assez gros pour que ça soit fiable, etc. Donc j'aurais peut-être un peu recoupé avec qu'est-ce qu'on disait de lui au lycée, quel est aussi d'ailleurs l'indicateur lancer franc. D'ailleurs, je n'ai pas pensé à le regarder, je vais aller le regarder de suite, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas trop conscience, ou plutôt, j'étais pas d'accord, je comprenais pas trop, parce que ça bloquait un peu dans mon cerveau, causalité versus corrélation, mais à l'époque, j'étais pas trop d'accord avec ce truc, ouais, mais quel est le lien entre lancer franc et jump shot? Non, je suis pas d'accord. En fait, il était à 85% au lancer franc du côté de la fac. Donc là, ok, que 34 à 3 points, donc en dessous de la moyenne, et avec des défauts mécaniques, on va y arriver. Mais l'indicateur lancer franc disait, 85, quoi. Et 85, c'est très bien, très très bien même, pour le coup. Donc, le Guillaume un peu con de l'époque disait, non, mais moi, vos conneries de lancer franc, c'est lié au jump shot, je comprends pas. Mais non, en fait, il faut comprendre que c'est pas un lien de causalité, de proposition A
entraîne proposition B. C'est un lien de corrélation, c'est-à-dire que, on l'a déjà bien développé, en général, quand tu as des qualités un peu intrinsèques de mécanique ou de toucher ou ce genre de choses, que tu es un bon shooter en soi, il y a une conséquence, tu vas réussir tes lancers francs, et une autre conséquence où tu vas réussir tes jump shots. Or, le jump shot étant un tir lointain, et sur un petit échantillon, ça peut être très variable, donc peut-être pas significatif, alors que l'indicateur lancer franc est assez vite stable et assez vite intéressant. Donc, par exemple, le cas de Tatum, on est sur le cas de... En fait, il a fait une saison, c'était pas top au jump shot à 3 points notamment, mais par contre, le côté lancer franc était plus stable déjà, et plus significatif peut-être, donc il aurait mieux valu regarder ça. Donc ça, c'est un peu mon erreur de l'époque. Cela dit, même si je ne l'explicite pas non plus dans l'article, parce que j'en ai pas conscience à l'époque, comme dit, j'étais quand même moins bon, donc heureusement j'ai un peu progressé depuis 2017, mais j'ai pas explicité le fait que, mine de rien, il y avait un bon toucher de balle, donc la mécanique de tir avec les défauts qu'il y avait, et en effet les défauts ils étaient là, ça peut être de manière, alors paradoxalement pour certains, mais la mécanique de tir est le truc le plus facilement modifiable. Et en effet, c'est ce qu'on a eu. Bon, je suis quand même un peu content à l'époque d'insister sur le côté il a beaucoup de toucher de balle, même si je faisais pas le lien complètement à l'époque entre oui, mais toucher c'est la fondation du jump shot, donc on peut pas être inquiet. Je l'ai pas dit à l'époque parce que je savais pas. Mais aujourd'hui, a posteriori, ça je le dirais, et ça rentre totalement là-dedans, Tatum. C'est-à-dire, vu à quel point déjà il a un passif de shotmaker au lycée, et vu aussi à quel point il a un bon toucher de balle de base, on l'a déjà dit. Le toucher, c'est la fondation, et la manière dont tu bouges les bras, ça peut être facilement corrigé. Et donc, une fois que c'est corrigé, hop, ça commence à rentrer. Le cas, je sais plus de qui on a parlé déjà comme ça dans la série, mais actuellement on a parlé avec Sengun, pareil. Sengun qui commence un peu, ça y est, il a enfin une mécanique, Sengun, et donc le toucher de balle qui est fabuleux depuis le début, ça y est, il commence enfin à être exploité, alors que pendant un temps, Sengun n'avait pas trop de jump shot. De qui on a parlé comme ça, je sais plus, Kawhi Leonard peut-être, ou peut-être Paul George, je sais plus. Mais voilà, Tatum c'est ça. Tatum c'est la mécanique était largement imparfaite, et je me souviens parce que j'ai aussi fait des vidéos scouting, si ça vous intéresse d'aller voir sur ma chaîne de l'époque NBA Einstein, si ça vous intéresse sur YouTube, où je mettrai les liens d'ailleurs en description. Et on montre bien les images, quoi. C'est-à-dire, il avait toujours ce truc de pencher vers l'arrière. Ce qui est marrant parce que son idole est un peu Kobe, notre ami Tatum, donc il y a ce côté un peu répliquer les fadeaway, mais en fait il le répliquait sur tous les tirs parfois, sur des tirs d'isolation, sur du pick and roll et même sur des catch and finish, un peu vu que sa tête penchait un peu vers l'arrière et le corps entier penchait un peu vers l'arrière, peut-être pour se dégager un petit peu plus d'espace, comme je dis dans l'article. Mais en fait le transfert d'énergie était pas bon, et donc pour compenser le tir était plat, et donc l'angle était pas bon, etc. Et ça, il arrive en NBA, il a corrigé de suite la mécanique, mais c'est pas grand chose en plus, c'est juste retrouver un meilleur équilibre et être bien droit au moment du tir, notamment. Et une fois que tu fais ça, ça déverrouille totalement le jump shot. Et je dis ça, j'insiste, parce que c'est un truc que j'ai loupé un peu dans le scouting report, le côté jump shot. Enfin, de manière générale, je parle quand même du fait que oui, ça peut se transposer en go to guy. Donc je pense pas non plus que le tir est cassé. Mais je dis le 3 points notamment, est-ce que le 3 points vraiment il l'aura ? Bon, au final, on a dit toucher de balle, indicateur lancer franc. Et donc il arrive en NBA. Et de suite, il fait des saisons à 40% en fait. Première, 43% à 3 points pour Tatum en NBA. Donc, en effet, quand tu corriges la mécanique, ça rentre un peu mieux. Et ensuite il enchaîne. Il est à 37% en carrière. Bon, et encore, je pense que le 37% en carrière est un peu faible comme pourcentage relatif à d'autres, mais parce qu'il y a une quantité de pull-up qui est immense chez Tatum. Or, si on essayons un peu d'éliminer ce côté régime de tir, le côté des tirs plus compliqués, les pull-ups, donc la réussite attendue va être plus faible, donc la réussite générale en carrière va être plus faible que son vrai niveau, on va dire. Si on prend, affranchissons-nous de ceci, la stat que j'aime bien, j'en ai déjà parlé, les tirs grands ouverts. Les tirs grands ouverts, c'est-à-dire qu'on peut on peut mesurer, regarder sur le terrain, pas nous, mais des caméras de tracking le font, regarde les tirs où le défenseur est à plus de 6 pieds de l'attaquant. Et en fait, quand on fait ça, on élimine totalement le facteur de la défense et de la contestation du tir dans le pourcentage. Et on peut donc observer le vrai shotmaking. Il se trouve que Tatum, donc pour dire à quel point les pull-ups doivent un peu nuancer le pourcentage, Tatum, sur les joueurs qui, entre 2014 et 2024, alors j'ai pas mis à jour pour 25, excusez-moi, mais grosso modo en carrière, Tatum est à 44% de réussite sur les tirs grands ouverts. Le meilleur de l'exercice, c'est Korver qui est à 49%. Kevin Durant aussi 49%, Stephen Curry, JJ Redick, Luke Kennard, voilà, un peu la trinité avec d'autres noms aussi derrière, peut-être un peu sous-estimés, mais McCollum, Klay Thompson, tiens, Isaiah Thomas au passage, un des meilleurs de la décennie. Mais bref, on va en parler. Mais non, on a Tatum, donc 44, ça représente quoi ? On est quasiment top 20 sur plus de, je vais regarder, sur 300 joueurs avec minimum 500 3 points grands ouverts
en carrière depuis 2014, il est top 20. Et il est au niveau de, par exemple, Zach LaVine, qui est vu comme un shooter d'ultra élite. Carmelo Anthony, il est devant Carmelo Anthony, il est devant Desmond Bane. D'ailleurs, il est juste devant Desmond Bane, au passage, devant Grayson Allen, son coéquipier d'ailleurs, mais qui était un shooter d'élite aussi, devant Buddy Hield, devant des mecs comme ça, quoi. Donc, devant Kat, devant Karl Anthony Towns, devant Bogdanovic, etc., etc. Et finalement, il est top 20. Il est au niveau de Paul George, d'ailleurs. Paul George et Kawhi Leonard. Tiens, des joueurs dont on a parlé aujourd'hui. Mais on est vraiment dans un top tiers. Donc je pense que c'est peut-être le truc le plus marquant par rapport au scouting report et par rapport à ce qu'on pensait de lui à l'époque, si on pouvait avoir des doutes sur le jump shot comme moi, c'est qu'en fait il est arrivé et ça a été de suite un shooter à 3 points de très très haut niveau. Malheureusement, pas toujours exploité en NBA parce qu'il y a ce pull-up qui tire vers le bas. Mais bref, donc le shoot c'est un peu le truc de base pour le coup. Et au passage, on va y aller rapidement parce que je le détaille beaucoup dans l'article. La question centrale de est-ce que le jeu peut se transposer ? Et c'est un peu la clé de tout son jeu. Est-ce que cette création se transpose ou pas ? En l'occurrence, oui, ça s'est transposé, vous avez bien vu, c'est devenu une star. Alors, c'est pas une star chapeau 1, top 3 NBA, peut-être pas encore, on verra. Mais c'est vrai qu'on peut dire quand même que largement ça s'est transposé. Non seulement il a une carrière, mais en plus il a une carrière All-Star, voire même All-NBA carrément. Donc ouais, on peut dire que c'est bon, ça passe, et qu'en effet, il n'a pas l'explosivité pure qui est de certains au démarrage et dans ce côté générer une séparation avec le défenseur, mais le shotmaking sur des pull-ups notamment est très bon, même si le fait qu'il soit bon fait qu'il prend ce genre de tir difficile parfois un peu trop, et donc bref, ça affecte l'efficacité, mais il les met très bien. Je parle de DeRozan d'ailleurs dans l'article parce que 2017 c'est un peu la saison où DeRozan explose un peu plus en termes de prise de volume et d'isolation. Voilà, c'est un peu là encore marqueur d'époque pour le coup. Mais donc voilà, shotmaking il l'a, et puis même au niveau drive, au niveau puissance, parce que ça c'est un élément qu'il avait pas trop à l'époque, mais il a aussi après utilisé de sa puissance en développant un peu son corps de manière très très bonne. Et puis donc pour répondre à la question aujourd'hui, quasiment 10 ans plus tard, la question que le Guillaume d'avant posait, la question c'est est-ce que son bagage technique pourra compenser son manque d'explosivité ? Réponse, oui. Voilà, très simplement. Très simplement, il arrive à créer de séparation, il arrive à créer des bons tirs, il les met en plus, donc que demande le peuple ? Peut-être d'ailleurs, que demande le peuple ? Peut-être le drive, il est bon, il s'est largement amélioré. À un moment donné, je parle des push shots, c'est vrai que Tatum, il avait un peu cette tendance, il faisait un peu la différence au début, mais ensuite il arrivait, il se balançait un peu n'importe comment en l'air et sur le défenseur. Et donc plutôt que faire un double pas de tiens, je fais un pas à gauche, un pas à droite et hop, je m'étends toute ma longueur pour déposer un vrai lay-up, il se balançait un peu dans le tas comme ça, juste je jette en l'air et hop, je fais un push shot, un espèce de voilà, enfin vraiment pas du tout académique, et ça il a totalement nettoyé. Donc ça on n'a plus ça, et donc on a un meilleur driver. C'est vrai qu'on n'a pas un driver d'élite. C'est peut-être un peu dommage. Je pense qu'il lui manque 2-3 qualités biomécaniques parfois, mais on va redévelopper ici pour le coup. C'est un driver qui peut être bon, très bon, encore plus dans le spacing de Boston, qui a généralement été très bon, et encore plus ces dernières années avec Porzingis, pour le coup, en 23 et en 24 notamment. Et voilà, c'est peut-être le dernier truc, c'est qu'il n'y a pas le drive d'élite encore, mais le drive est de très haut niveau. Pour le coup, d'ailleurs il est tellement bon qu'on aimerait bien qu'il l'utilise plus, notre ami Tatum, mais voilà, création offensive, on avait des doutes parce que même en NCAA, face à des athlètes NBA, je repense à des matchs à Louisville ou à Virginia Tech notamment, où il y avait des très beaux bébés en termes de défenseurs longs et grands, il y avait un doute, au final ça va, ça s'est passé, donc ok. D'ailleurs, un autre domaine où j'ai un peu pré-shot pour le coup, c'était le poste bas, où en effet, dans la NBA d'alors, il n'y avait pas du poste bas comme manière d'initier l'attaque de base contre ton propre match-up. Ça, c'était en NBA, le post-up des petits n'existait pas. Mais premièrement, effectivement, c'est devenu très utile pour punir les switches, et les switches ont explosé à partir de un peu justement 16-17, mais encore plus 18 les Rockets, et etc. Les Rockets, pardon. Et donc ça, par rapport aux switches, c'était utile comme arme. Et en plus, même au-delà de punir les switches, même dans l'espace toujours plus grand en NBA, on a retrouvé depuis quelques années, depuis 3-4 ans, le post-up des petits. Et on avait d'ailleurs beaucoup parlé de SGA, qui est la première figure de proue de ça, mais aussi Jason Tatum. On a parlé avec Azad, on avait fait un podcast là-dessus, si ça vous intéresse de retrouver un peu le post-up des petits, ou je sais pas comment on l'avait appelé, mais le post-up revient en NBA. Donc là-dessus, c'est vrai que de base, c'était pas le cas de la NBA de 2017, mais le switch, important pour le post-up de Tatum, et donc ça s'est confirmé, et l'arme a pu être transposée face au switch, mais aussi donc face à son propre match-up, mais dans la nouvelle NBA, surtout celle des match-up, etc., de l'attaque de Joe Mazzulla, le spacing, et ainsi de suite. Donc ça,
Voilà, le post-up aussi, mine de rien, c'est conservé. Là où je vous ai épargné, mais dans l'article, je parle aussi du post-up de Marcus Smart, qui était aussi assez dominant en post-up en NCAA à l'époque de Oklahoma State. Mais ça, pour le coup, voilà, ça s'est pas transposé. Comme pour beaucoup, on donnait pas de possession de post-up à Smart ou à des mecs qui dominaient là-dessus en université, mais plus en NBA, quoi. Ces possessions n'existaient plus. Donc voilà, Tatum, lui, vu qu'il joue dans le bon contexte et que c'est une star aussi, elle est meilleure que Smart, sans doute, sur de isolation ou post-up, il retrouve un peu ce genre de possession, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est clé. C'est un outil qu'on avait vu avant, qui aujourd'hui est de nouveau primordial dans son jeu, donc voilà. Et donc, je disais, ça, c'est l'aspect un peu qu'on a dit, cette image de Tatum, le scoreur, le poste 3 scoreur, hein, le Carmelo Anthony, etc. Donc ça, c'est bon, ça c'est validé. Donc c'est pour ça, c'est le truc principal qui fait qu'il a une carrière. Ok. Mais tout de même, moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'il y a plus que ça. Ça allait au-delà de ce cadre-là, et notamment le côté altruiste et le côté rôle. Et ça, on le voyait en fait dès la fac pour moi, parce que bon, je vous ai épargné 5 paragraphes où je refais un peu l'histoire de Duke et des one and done, mais faut se remettre un peu dans le contexte. Duke est champion 2015, 2016, c'est la génération avec Brandon Ingram, et il y a déjà d'ailleurs Grayson Allen. Et en vérité, 2017, donc l'été 2016 pour la saison 2017, c'est un peu l'année où Duke fait leur premier génial recrutement, on va dire. Quoique non, il y avait peut-être Okafor, Tyus Jones qui était marquant, mais en donc été 2016, ils font un recrutement de fou, notamment avec Tatum, qui est un top 5 ou top 10 lycéen. Il y avait aussi Luke Kennard, qui était top 20, pour le coup, un bon prospect aussi, Luke Kennard. Il y avait aussi d'ailleurs le petit meneur Frank Mason, qui était un meneur explosif, qui a fait 2-3 trucs à Détroit, mais pas plus, que j'aimais bien, au passage. Mais bref. Mais non, il y avait surtout Harry Giles. Et Harry Giles, hein, peut-être que vous le connaissez juste comme le mec des Kings. Giles, c'était le meilleur lycéen du pays à l'époque. C'était un poste 4, un peu à la Chris Bosh, mais en explosif. Pour le coup, grand, très très long et explosif. Le problème, c'est que Harry Giles, en fait, il s'est fait les croisés souvent dans sa carrière, et notamment donc, avant la NCAA. Donc il a perdu l'explosivité, mais c'est un mec qui avait le potentiel de shoot, potentiel de finition au panier, etc. Le toucher pour sa taille, et donc aussi le passing. Donc c'est le package complet. Et donc on a une classe de recrutement qui était fantastique à Duke. Tatum en faisait partie, mais c'était pas la star. Vraiment, c'était pas la star. Et mélangé à ça, on avait aussi notamment des vétérans qui étaient encore là. Je sais plus si Amil Jefferson est encore là. Peut-être, hein, il a dû faire 10 ans à Duke, Amil Jefferson. Mais Grayson Allen surtout. Et Allen, je crois que c'est je crois, c'est le vétéran de cette équipe. Mais donc, Tatum est un peu blessé en début de saison. Il revient. Et moi, ce que j'avais beaucoup apprécié, c'est qu'on m'avait vendu, le mec était donc le Carmelo Anthony, hein, le scoreur égoïste, etc. Et en fait, il revient. Et il est go-to-guy par moment lorsqu'il le faut. Mais globalement, le mec est juste un rouage de l'effectif, et un rouage du collectif même plutôt. Et ça, je trouve que c'était assez marquant. Et ça attestait que c'était pas tant que ça, le scoreur un peu dans son coin, le trou noir, pas de passing, juste scoreur, le mec égoïste. Je trouvais que ça, c'était assez marquant, et c'est exactement aussi ce qu'on a eu en NBA. Déjà, d'entrée de jeu, à Boston, comme dit, le rôle de role-player, de 3&D presque, hein, si j'exagère un peu au début, mais même par la suite, il a su cohabiter avec plein de monde, et en fait, on n'a jamais vu cette critique qu'on fait à d'autres de t'es égoïste, que la passe est ouverte, tu la fais pas, comme Carmelo Anthony des grands jours ou des trucs comme ça, quoi. Donc ça, on ne l'a jamais eu, et je pense qu'on pouvait le voir dès la fac. Le fait qu'il s'inscrive dans une équipe comme ça, qui était une équipe avec un talent comme Tatum, avec un tel potentiel, mais qui ne se tournait pas autant vers lui, un peu de Grayson Allen, un peu de Luke Kennard, un peu de un tel, je trouve que c'était quand même assez bien pour le coup. Et donc, vu qu'on est un peu sur l'altruisme, je pense que les flashs de passing se sont confirmés. Et là, pour le coup, c'est un truc que je dis dans le scouting report de l'époque, c'est il y a des flashs et il y a moyen de faire plus. Et en effet, je trouve qu'on a quand même fait beaucoup. Alors, pas au niveau James Harden ou ce genre de meneur dans l'âme, hein. Mais pour le coup, on a quand même un profil qui est largement au-delà du simple Carmelo Anthony, encore une fois. On dépasse largement cet archétype psy. Je parle de Durant, d'ailleurs, qui fait un moment de sa carrière en 2014 pour le MVP. Il fait 5 passes par match. Je pense qu'on est même au-delà de ça avec Tatum. On a un mec qui, de plus en plus, aujourd'hui, il est blessé. Mais l'an passé, on voyait que en 2025, Mazzulla l'utilisait beaucoup sur pick and roll aussi. Et que c'était même une des manières d'attaquer de Boston qui était le plus intéressante. Et je pense qu'il y a un côté driving kick et pick and roll et même passing en général qui est très très cool chez lui, même si donc pas à un niveau de meneur quantitatif et qualitatif non plus. Mais ça c'est bien, flash de passing confirmé. Et puis point aussi important, je trouve, de son profil, c'est la défense. Et la défense, bon déjà c'est un peu bizarre, parce que je trouve que je commence la partie en défense en disant, bon, il n'a pas un potentiel d'élite et de toute façon il n'a pas vocation à l'être.
Ok. Donc ça, on se dit, bon, bah, Guillaume, t'étais pas aussi chaud que t'aurais dû, peut-être, à l'époque. Sauf que je commence par ce qualificatif et cette phrase, et ensuite je dis, alors, il est excellent on-ball, il peut être aussi excellent off-ball, etc. Donc en fait, bon, je sais pas pourquoi j'ai dit ça au début, alors que la description est quand même beaucoup plus améliorative, mais ça, c'est le truc qui s'est bien confirmé. En effet, défenseur handball, excellent, et je dis excellent d'un côté, et des petites faiblesses, mais en effet, ces petites faiblesses, ces petits défauts, plus que des limites, ces défauts se sont corrigés très facilement. C'est un mec qui est hyper polyvalent on-ball, on va y arriver, mais qui peut défendre à peu près tout le monde, hein. Grosse charpente avec beaucoup plus de puissance, les longs bras, etc. Donc défense on-ball et surtout la défense off-ball. Et ça, c'est aussi à une ère où, je ne l'ai pas dit, mais parce qu'on ne le voyait pas encore, en 2017, on était sur la NBA d'avant, on va dire, ou en pleine révolution. Aujourd'hui, là où Tatum tire aussi le plus de valeur en défense, pour moi, c'est sur les stunts. C'est sur le côté occuper l'espace. Et aujourd'hui, on est dans l'ère des stunts. C'est un des meilleurs de NBA, c'est-à-dire l'aide depuis l'aile pour hop, je coulisse en tête de raquette, je bouge l'espace et je reviens. Et même plus que ça. Je me souviens à l'époque d'ailleurs, le mec de Cleaning the Glass, donc Ben Folk, qui est un ancien du front office des Blazers, il faisait pas que le site de stats, il faisait aussi des articles tactiques par moment. Et en fait, à l'époque, la défense de Boston est un peu révolutionnaire de ce point de vue-là. Et Ben Folk avait aussi écrit dessus. Nous, on avait parlé sur l'écho des parquets et ce genre de choses. C'était une des premières défenses à faire ce que j'appelle un peu une défense un peu flottante. C'est-à-dire, c'est pas non plus de la gap defense comme on peut avoir aujourd'hui, hyper agressive de tiens, les mecs sont très tôt, très loin de leur shooter, ils sont en tête de raquette. Voilà, Miami fait beaucoup de gap defense ou ce genre de choses. Ou des équipes qui ont aidé tiens, je suis sur le shooter, mais dès que le drive vient, hop, je bondis très loin et très vite, de type les défenses de Budenholzer à Milwaukee, voilà, avec des aides ultra agressives en plus du drop. Mais Boston, c'était un peu, tiens, et ici on faisait flotter un peu entre les deux. Pas juste, tiens, notre défenseur reste collé sur le shooter sur l'aile, comme par exemple les Blazers de Terry Stotts, les mecs restaient collés sur les shooters. C'est pas ça, mais c'est pas non plus une agressivité qui était outrancière. C'était un espèce de défenseur off-ball un peu flottant, un peu entre les deux. Je suis à la fois prêt à aider, je suis à la fois prêt à revenir sur le shooter, un peu comme ça. Et je parle de ça, pourquoi ? Parce que en fait, Tatum s'est inscrit directement et immédiatement année numéro 1 là-dedans, dans ces schémas un peu, je vais pas dire révolutionnaires, mais tout de même un peu de Brad Stevens, quoi. Et il a fait partie de cette défense qui, dès le début, dès l'année numéro 1, je sais plus, je pense qu'on peut le retrouver l'article de Ben Folk, si ça vous intéresse, sur Cleaning the Glass, il parle de ça. Et plus on va avancer dans le temps, plus on va rentrer, je pense, autour de, pour moi, 2020, 2021 surtout, dans l'ère des stunts en NBA et de cette défense qui n'est pas que la défense collective s'organise aussi par ce que tu fais de l'espace et cette gestion de l'espace, parce qu'il y a toujours plus d'espace à gérer, donc il faut que tu sois capable de le gérer, cet espace, ce que fait exactement OKC actuellement, hein, par exemple. Et donc voilà, ça c'est la force principale de Tatum aujourd'hui pour moi dans la défense collective. C'est pas juste apporter des prises à deux, c'est pas juste les aides, hein, les aides un peu classiques. Il y a aussi ce côté stunt et occupation de l'espace, c'est un des meilleurs de NBA et ça rajoute beaucoup de valeur pour moi. Donc défense on ball, les stunts, l'occupation de l'espace, protection de panier, il le fait un peu, mais c'est pas non plus génial, quoi. C'est pas non plus la folie, je trouve, en NBA pour le coup, même s'il a des longs bras. L'apport au rebond, ça c'est vrai que c'était quand même assez fou de le voir autant prendre des rebonds. Et je pense que même encore aujourd'hui, ça a de la valeur, les rebonds. Et puis non, le dernier. Et là encore, je suis étonné de voir que l'article est bon, mais non, de voir à quel point j'ai pré-shot totalement, ce qui est pour moi la force principale de Tatum. Si vous êtes auditeur du régulier du Basket Lab, vous le savez, je vous ai déjà saoulé avec ça, la flexibilité de line-up que Tatum apporte, c'est-à-dire sa capacité à jouer au poste 4, voire même plus que ça aujourd'hui, à défendre des postes 5, la majorité en tout cas, hormis Jokic et Embiid au poste bas, mais de pouvoir jouer en défense au poste 5, ce qui donc aujourd'hui permettait de déverrouiller un peu off-ball, soit Robert Williams, soit Robert Williams 2022, hein. Mais je parle sinon de Porzingis. Porzingis à Boston a très peu défendu de pivot, et d'ailleurs pareil pour Luke Cornett, et pareil pour Nemaskita, etc. Joe Mazzulla, il aime bien son rôle de safety. Il aime bien utiliser un peu ses pivots loin du match-up poste 5, parce que comme ça on dit, bah tiens, on te met sur un non-shooter ou on te met sur un mec moins dangereux, et tu l'abandonnes, tu viens aider au panier. Comme ça, il y a toujours dans toutes les actions un bonus, une aide au panier. Et en plus, ça permet de cacher parfois les faiblesses de... Alors, Udoka faisait ça avec Robert Williams, Mazzulla faisait ça avec Porzingis, qui sont moins bons en tant que défenseurs du poste 5, on va dire, en termes de pick and roll, dans l'espace, etc. Donc, la stratégie est géniale. La stratégie à Boston de faire autant de safety et de roamers, de libéraux défensifs, elle est permise par Tatum. Pourquoi est-ce que tu peux sortir notre ami Porzingis du match-up poste 5 et le faire rôder autour du panier ? Parce que Tatum, il peut défendre un Daniel Gafford,
finale 2024, modulo un 2-3 possessions où Gafford va une fois de temps en temps mettre un post-up. Il peut défendre Jarrett Allen sur des finales de conférence, non pas finales de conférence, qu'est-ce que je dis, sur des demi-finales de conférence ou sur des match-ups de régulière. Enfin bref, c'est aussi la clé, je vous ai beaucoup saoulé avec ça depuis 2-3 ans sur ce côté, c'est ce qui déverrouille tout. C'est ce qu'on appelle la valeur structurelle de Tatum, c'est-à-dire les conséquences indirectes de ce qu'il peut faire. Et notamment, le fait que quand tu as Tatum sur le terrain, tu peux déverrouiller le jeu et la défense off-ball de Porzingis sans avoir donc Porzingis forcé de défendre Jarrett Allen parce que personne ne peut le faire, sans forcer de défendre Daniel Gafford, sans forcer de défendre un tel, parce que Tatum apporte cette flexibilité. Il a cette valeur structurelle de défendre le poste bas. Et je suis content de voir qu'à l'époque, j'avais pas du tout le souvenir pour le coup, donc j'ai pas lu cet article pour me jeter des fleurs, mais je suis content de voir à l'époque que j'insiste sur ce côté, c'est un point central de son jeu et de sa défense, c'est à quel point il peut prendre en masse musculaire dans les jambes, ce qui n'était pas le cas à l'époque, pour défendre des postes 4. J'insiste quand même beaucoup sur l'article, et en plus, le bonus, c'est qu'à l'époque, je dis oui, en l'état des Blake Griffin, Kevin Love, Lamarcus Aldridge, Paul Millsap, ils vont le défoncer. Bon, ce qui est bien, c'est que ces mecs-là ont disparu de NBA assez vite, et que ces profils poste 4 à l'ancienne très costauds n'existent plus vraiment, mais que tout de même, Tatum a bien progressé là-dessus, donc voilà, pour le coup, ça c'est un de mes plus beaux pré-shots, je pense, de pointer du doigt en 2017, à l'époque du profil, de dire bah, c'est la clé de son profil, parce que poste 3, ça pourrait être sympa, mais poste 4, c'est encore mieux. Ça pourrait être encore mieux, et la capacité à jouer poste 4 partirait du fait de pouvoir défendre des plus gros. Donc voilà, ça pour le coup, bon, je suis un peu content d'avoir dit ça à l'époque, ça me fait, j'ai l'impression d'être intelligent, mais non, surtout, c'est la clé. C'est la clé du profil de Tatum, donc ça a été, on peut pointer du doigt facilement, le côté, oui, il a réussi à transposer la création, c'est un peu évident, ça, entre le avant et le après, mais beaucoup plus subtil, néanmoins, tout autant, si ce n'est plus important dans le profil de Tatum, c'est ça. C'est la défense des plus gros qui donc permet de mettre dans certains line-up en poste 4 ou défendre des postes 5, qui permet ceci, etc. C'est moins sexy, c'est moins évident, mais c'est tout aussi important. Donc voilà pour Tatum. Après, juste avant de finir, peut-être dire, effectivement, le problème, si on se projette un peu, lui encore n'a pas fini sa carrière. C'est une draft assez tardive, donc on n'est pas encore arrivé au bout de sa carrière. Mais c'est vrai que il y a peut-être un côté, le côté altruisme ne s'est pas, enfin pas altruisme, donc le côté égoïste ne s'est pas confirmé. L'aspect de jouer pour lui, ne pas servir les coéquipiers, comme parfois ça pouvait être craint à l'époque de high school, ça non. Par contre, l'aspect dans la prise de décision de sélection de tir, c'est vrai que ça, c'est toujours un peu plus contestable aujourd'hui. Et je ne sais pas à quel point est-ce que c'est de sa faute ou pas, dans le sens, il prend beaucoup de pull-up, est-ce que c'est juste des mauvaises décisions, ou est-ce que c'est aussi parce qu'il est meilleur en pull-up qu'en drive? Je ne sais pas. Mais en tout cas, dans les faits, on a un régime de tir qui est très compliqué. Et je pense que c'est pas pour rien si au final, il fait un plus 5% d'efficacité relatif à la moyenne en tant que rookie, ce qui est donc pas significatif, comme on l'a dit, le rôle était différent. Et depuis, c'est vrai que dans des rôles plus stars, c'est sympathique. À haut volume, c'est efficace, c'est autour de la moyenne ou un peu au-dessus. Mais c'est pas la folie non plus. On n'atteint pas les hauteurs que d'autres atteignent. Et donc, c'est peut-être ça en partie qui le limite un peu. C'est-à-dire que je peux vous faire un peu la carrière. Donc, après son année rookie très bonne, il fait une année 2019 qui est cata. Enfin, dans les faits, c'est cata. Alors, il est que à moins 2%. En termes de chiffres, ok, mais dans le jeu, vous savez, c'est l'année où il se prenait un peu pour Kobe Bryant, il prenait beaucoup de tirs compliqués. Boston n'est pas très fonctionnel parce que le vestiaire marche pas bien, et lui, il force un peu sur la lignée de ses playoffs 2018. Du coup, il force un peu plus sur le côté go-to-guy et ça marche pas. Et puis après, heureusement, en 2020, ça revient à un bon équilibre. Mais voilà, 2020, on est pile à 100 de throw shooting plus, donc le plus, c'est les stats relatifs à la moyenne. On est pile au niveau moyen de NBA. 2021, plus 1, 2022, plus 2, 2023, plus 4, 2024, plus 4, 2025, plus 1. Vous voyez qu'on est à peu près dans cette zone-là, entre plus 1 et plus 5, grosso modo, cette catégorie. On n'est pas encore, et j'espère qu'on l'atteindra un jour, la catégorie entre plus 5 et plus 10, aller chercher des efficacités à ce point plus uniques, et donc un niveau de jeu bien plus grand. Et après, il y a les étapes d'après, mais je suis pas sûr qu'on les atteigne. Mais voilà, c'est peut-être juste pour faire le point rapidement sur ce côté. C'est un joueur qui est fabuleux, c'est un des meilleurs joueurs de NBA, surtout quand tu combines attaque et défense, plus l'altruisme relatif à son rôle aussi, le côté passing pour son rôle. Mais quid du next step? Et est-ce qu'un jour on aura peut-être plus de drive, un régime de tir moins compliqué, notamment en termes de pull-up à 3 points, et que peut-être plutôt qu'être à seulement en plus 1, plus 2, plus 4, on va être à plus 8, plus 9, plus 10, quoi. Un peu zone Embiid, Lillard, des grands jours, Kyrie, SGA, voilà, ce genre de saisons qui sont plus proches d'un niveau MVP, on va dire. Plus que quand t'es à un banal plus 2, plus 3, plus 4, quoi. Donc voilà, c'est peut-être
le truc d'après, on verra si ça arrive. Bref, donc voilà pour Tatum, j'espère que ça vous aura plu, on va pas faire plus long, déjà c'est un peu long aujourd'hui, je m'excuse pour la longueur, mais j'espère que ça vous aura plu, surtout vous, fans de Boston qui m'écoutez peut-être, j'espère que ça vous aura plu, on se dit à demain pour un prochain Origine de Star.